Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce magazine Question d'État, votre magazine qui traite de l'actualité. Ce soir, nous allons rester en République démocratique du Congo avec un invité qui n'est pas des moindres. Il n'est plus à présenter, Fidel Babala, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, le parti cher à Jean-Pierre Bemba. Il est chargé des stratégies politiques au sein de son parti. Je lui dis bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis très heureuse de vous recevoir. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps. Nous étions en dehors des plateaux médiatiques. Nous sommes de retour et c'est un plaisir de vous recevoir puisque ce n'est pas la première fois que vous venez dans Question d'État. Alors, comment vous allez? Je voudrais d'abord dire que le plaisir est partagé. Merci. Ça fait exactement 4 ans que nous n'avons pas eu le plaisir de nous rencontrer sur un plateau. Exact. Je suis bien à l'aise de vous retrouver et bonne année. Merci beaucoup à vous aussi, Fidel Babala. Comment vous portez-vous, mais surtout comment se porte votre leader, Jean-Pierre Bemba, qui est toujours à la haie? En ce qui me concerne, j'utiliserai une formule qui est en vogue à Kinshasa. Je me porte comme le pays, c'est-à-dire plus ou moins bien. En ce qui concerne Jean-Pierre Bemba, son moral est au beau fixe. Il est toujours aussi combatif, malgré l'adversité qui est en train de s'abattre sur lui. Le moral est bon et nous sommes là pour faire vivre l'idée des gens. Comment son dossier évolue-t-il? C'est négatif? Le dossier n'est pas négatif. Vous restez optimiste? Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un appel a été lancé contre la décision injuste, le condamnant en dehors de toute évidence, de toute réalité militaire. Un monsieur qui était à 600 km du théâtre des opérations ne peut pas être considéré comme un chef hiérarchique. Ouais. De troupes qui étaient en Centrafrique. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est une adversité qui est vécue comme une calamité au niveau du MLC, mais nous gardons espoir que la vérité finira par triompher. Et la santé du parti politique, on peut dire que tout va bien? Oh, vous savez, bon, nous avons perdu beaucoup de choses depuis les 2 dernières élections. L'élection de 2008, ça s'est traduit en termes des députés. Nous avons eu un recul en termes de nombre, mais l'enracinement du MLC, 10 ans après, est toujours aussi vivace, malgré l'absence du président. Avec les grands débauchages des dernières années, vous avez perdu quand même un peu de teneur. Quand on débauche 2 pelés et 2 tondus, ça n'impacte pas. Ils ont quand même des membres derrière eux, ils ont été élus autant que vous. On attend qui a été élu. Thomas Louaga a été élu à Kinshasa. Vous avez eu le député le mieux élu dans la circonscription de Lukunga, ici dans votre parti. Vous voulez parler de Germain Kambinga. Il est parti et alors? Il est parti, il a ramené des électeurs derrière lui. Ça fragilise le parti. Oh, madame, vous savez, les électeurs n'appartiennent à personne. Les électeurs appartiennent à l'idée qui s'effondre de la démocratie. Je souhaite bon vent à Germain Kambinga qui, comme vous le savez, je l'ai toujours considéré comme un fils. Donc je lui souhaite bon vent là où il est parti. Mais cela n'affecte pas la santé du MLC. Vous savez, il y a une régénérescence continuelle des hommes, des ressources au niveau du MLC. Ce n'est pas une perte. Aujourd'hui, on a l'impression que le MLC, qui essaye de faire un frange à part, même si aujourd'hui vous avez une plateforme pour le respect de la Constitution, mais on a l'impression que le MLC est avalé par le Rassemblement. Est-ce que la majorité ne se trouverait pas de ce côté-là au sein de l'opposition, même si vous essayez de faire ressortir la tête de l'eau? Madame, vous savez, quand vous parlez de majorité, je crois qu'il faut utiliser des repères lisibles par tous. La majorité est constituée de quoi? Aujourd'hui, les MLC comptent plus de 150 élus. Je m'explique. Il y a les députés nationaux, il y a des sénateurs, il y a des députés provinciaux, il y a même un gouverneur élu du MLC. Il y a des figures de proue aujourd'hui qui ne peuvent pas être contestées, qui sont de l'autre côté dans l'opposition. Je n'ai pas fini ma démonstration. Quel est l'autre parti d'opposition qui a des sénateurs, des députés provinciaux et des députés nationaux qui serait partie du Rassemblement? Il n'y en a pas. Nous sommes les seuls. Quand vous parlez de poids politique, il faut relativiser. Tout le monde reconnaît l'envergure de... Vous vous placez où dans l'échelon aujourd'hui? Vous pensez que vous êtes la première force de l'opposition? En quelle position vous vous mettez aujourd'hui? Oh, ce n'est pas un concours d'être la première ou la deuxième force ou la troisième force. On parle de poids politique, il faut assumer sa position. On est en train de parler de poids politique. Le poids politique n'est pas seulement le nombre des élus, il y a aussi l'envergure du leader. Il est incontestable que les rassemblements contenaient jusque
au 1er février, une personnalité extraordinaire, Papa Tshisekedi, qui n'est plus là. Vous pensez que ça change la donne? On ne va pas polémiquer, ça changera la donne forcément, puisque c'est dans l'ordre naturel des choses. Quand il y a une disparition, il faut qu'il y ait une régénérescence de forces. On va assister dans les jours qui viennent, on y assiste déjà, à des combats de succession. D'abord au niveau du rassemblement et ensuite à l'UDPS. Je souhaite vivement, l'UDPS qui est la fille aînée de l'opposition, comme on dit, historiquement parlant, je souhaite que cette formation politique puisse avoir la dignité de pouvoir conduire les choses calmement pour perpétuer l'idée, le message de Papa Tshisekedi. Vous pensez quand même que l'UDPS garde son avantage, même en la disparition de... Ce n'est pas une question d'avantage. On est en train de parler de soubresauts qui risquent de traverser ces partis. Je souhaite, en tant qu'MLC, que ces partis puissent garder... L'UDPS a un héritage naturel que les autres partis n'ont pas. Lequel? Celui du président, du leader de l'opposition. L'héritage consiste de quoi? L'héritage politique, c'est déjà une position de primauté. Vous savez, madame, dans le droit, parce que je suis juriste, quand on parle d'héritage, dans l'Ancien Régime, il y avait ce qu'on appelait la main morte. C'est-à-dire qu'on évite qu'un héritage ne soit pas fructifié. Et on a obligé les successibles de pouvoir payer une taxe pour pouvoir soit fructifier l'héritage, soit vendre l'héritage. Pour l'instant, nous sommes en train de parler d'un héritage qui est là. Il y a les biens successoraux qui sont là. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse gérer ces biens-là. Donc, voyons voir. Donnons le temps au temps, on verra. Hein? Bon, là n'est pas les débats. Je ne vais pas m'immiscer dans un débat qui ne me concerne pas. Mais la réalité est que nous allons traverser un moment où il sera indiqué pour que vive l'idée défendue pendant toute sa vie par le président Tshisekedi, que les successibles puissent faire vivre cette idée. Et cela passera aussi par un hommage digne à rendre à cette figure de notre pays qui a traversé même notre pays, dont l'image a traversé notre pays. Il faut qu'on arrive à faire vivre cette idée dans la dignité. Cela suppose qu'on puisse organiser ces obsèques afin que le peuple congolais Quel est votre avis là-dessus? Puisse rendre un hommage mérité à ce monsieur qui a mérité de la nation. Beaucoup de discussions là-dessus. Aujourd'hui, on est à une vingtaine de jours de son décès, toujours pas de décision au sujet de ses obsèques. Quel est votre regard là-dessus? Mon regard, c'est un regard peiné. On ne peut pas avoir ce genre de débat pour une personnalité de la trempe de Tshisekedi. Sa famille devait prendre les choses en main pour qu'on rende des hommages dignes à ces grands messieurs. Aujourd'hui, on dit qu'Étienne Tshisekedi n'appartenait plus à sa famille. C'est quand même un patrimoine national, si on devait le dire. Vous admettrez qu'une personne appartient d'abord à sa famille biologique, et surtout quand nous traversons des moments de malheur comme la mort de quelqu'un, le décès d'une personnalité comme Tshisekedi, la famille a un mot à dire. Quoi qu'en pensent les uns et les autres, c'est à la famille d'abord de prendre des dispositions pour rendre un hommage à leur père, grand-père, oncle, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que c'est sous-tendu par des conditionnalités politiques. C'est quand même compliqué. Je ne veux pas entrer dans ces débats, madame. Je trouve ça indécent. Tshisekedi mérite qu'il soit enterré dignement et dans son pays. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les conditionnalités, obstacles des uns et des autres, ces messieurs ne méritent pas ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça représente un certain avantage pour le MLC, par contre? Si pour vous, ce n'est pas un pour l'UDPS, est-ce que pour le MLC, on a vu qu'il y avait une bataille plutôt rangée en ce qui concerne la présidence du Conseil national de la transition? Est-ce qu'aujourd'hui, le MLC se dit plutôt délivré d'un certain poids? Aujourd'hui, la voie est plutôt ouverte devant ce poste. Ce serait indécent de penser. C'est peut-être indécent de le dire, mais est-ce que sérieusement, on ne pourrait pas le penser? Non, on ne devrait pas le penser, puisque de manière unanime, tous les délégués qui étaient aux discussions de la CENCO ont reconnu, compte tenu de l'envergure du président Tshisekedi et compte tenu du combat qu'il a mené pour faire vivre l'idée d'une opposition politique. Il a concrétisé cette idée-là. C'était abstrait avant. Mais maintenant, c'est concret. Il y a une opposition. Nous sommes en train de parler aussi aujourd'hui. C'est entre autres grâce à Tshisekedi. Personne ne viendra nous arrêter. Personne ne va censurer l'émission que nous sommes en train de faire. Entre autres
c'est le combat de Papa Tshisekedi, poursuivi par la rébellion de Jean-Pierre Bemba, qui a rendu possible la démocratie dans ces pays. Par contre, lui, c'était un homme pacifique. Mais là, vous rappelez qu'il y a eu rébellion, c'est plutôt la prise d'armes. Chacun utilise ses moyens. Face à une dictature, on utilise tous les moyens nécessaires pour arriver à faire vivre la démocratie. Comme nous sommes dans une situation de blocage, j'espère qu'on reviendra sur le sujet, et la Constitution, l'article 64, nous donne le droit de pouvoir nous opposer à une prise de pouvoir par la force ou à une conservation de pouvoir par la force ou par la malice. Ça, c'est vous qui le c'est la Constitution qui le dit. Vous êtes sur les intentions. C'est la Constitution qui le dit. Vous êtes sur les présomptions d'intention dans le camp en face. Madame, les allégations ne sont pas gratuites. Est-ce que nous avons, depuis 2011, avons-nous organisé des élections directes ou indirectes dans ces pays? Non. Je suis en train de vous parler, je suis député. Depuis les 17, nous sommes dans l'illégitimité. Nous, les députés aussi. Mais vous ne démissionnez pas, alors que vous voulez pousser les autres vers la porte de sortie. Quand vous parlez des autres, vous faites allusion à qui? Le chef de l'État notamment. Mais le chef de l'État, son cas est clair. La Constitution ne lui donne pas un jour de plus. Son mandat est de 5 ans. Il doit quitter autant que vous à l'installation du nouveau président. Comme vous devez attendre l'installation de la nouvelle Chambre. Non, madame, là, vous êtes en train de faire la caisse de résonance de la thèse de la majorité. Et pas du tout, la Constitution est claire. Je vais essayer de rétablir l'église au milieu du village. La Constitution dit c'est 5 ans. Pas 5 ans, moins un jour, non, ou plus un jour. Mais ça veut dire qu'il doit céder son fauteuil au président élu. Il n'y a pas eu d'élection. Vous avez posé une question, si vous permettez que je réponde. Je vous en prie. 5 ans, c'est 5 ans, pas un jour de plus. Or, nous avons vu que le président de la République nous a amenés dans une sorte d'entonnoir pour nous contraindre à avoir des dialogues. Vous avez vu les pancartes dans la ville, ça fait plus de 2 ans, 3 ans qu'on en parle. C'est pas le président de la République qui organise des élections. Hein. Il y a la Commission électorale nationale indépendante, je vous rappelle. Madame, nous vivons sur cette planète et dans ce pays. Vous savez l'inféodation de la CENI par rapport au pouvoir en place. Ça, c'est sur le plan de principe. La réalité, c'est quoi? La réalité est que la CENI est réputée indépendante. Mais d'où est-ce que la CENI tire les ressources, la logistique, pour organiser les élections? Du pouvoir, du gouvernement. Je vous rappelle, madame, que depuis 2012, le budget de la République a prévu l'équivalent de 250 millions de dollars par an pour pouvoir organiser les élections. Cet argent par enchantement a disparu. Vous avez suivi votre concert du soir qui a, avec le petit-fils de Lumumba, qui a allégué avec des preuves que cet argent se serait retrouvé dans une banque. Vous êtes député national, vous devez nous donner les réponses qu'il faut. C'est vous qui contrôlez le gouvernement. Je suis en train de vous donner les réponses, madame. Vous avez vu cet argent disparaître, retiré par un monsieur. Ça se retrouve soit au Panama, soit l'argent saisi à Brazzaville, ou je ne sais pas. Mais on a arrêté qui dans ces pays sur ces sujets? Vous-même, vous êtes sur des allégations. Est-ce qu'il y a des faits clairs? Est-ce qu'il y a des preuves? La preuve, on vous a montré les comptes. Le mouvement des comptes de la BGFI. Si vous êtes une journaliste d'investigation, je vous invite à aller vous mettez ça consulter. Sur le compte du chef de l'État. C'est une chose facile, c'est l'exercice le plus facile. Il est responsable du bon fonctionnement des institutions dans le pays. Quand il y a une institution, y compris la justice, c'est le premier magistrat du pays. C'est lui qui nomme et révoque le haut magistrat. C'est lui. À travers le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président de la République. Les jugements, je vous rappelle, sont rendus au nom du président de la République. C'est lui qui donne l'exécutoire, c'est-à-dire la force exécutoire à ces jugements. Qui a-t-on arrêté? Le premier ministre Matata qui vient de partir a laissé, comme on dit à Lingala, l'emboli à l'État. On a arrêté qui? Il y a un contrôle? Il n'y en a pas. C'est l'impunité que le président de la République, quand il a été élu, c'était le premier à dire tolérance zéro. Vous avez vu quelqu'un en prison? Le fameux Mbengele qui a pillé le FPI. Vous avez vu en prison au niveau de la CNI, le vice-président Kantitima est en train de faire une mission avec 200 000 $ de frais d'émission. Il attribue des marchés à sa femme. Le premier test qu'on a fait au niveau de l'Équateur et dans les Katanga, les carburants n'étaient pas disponibles. Pourquoi? Parce qu'il a donné à un de ses amis le marché de carburant. Le
effets électoraux sont amenés, convoyés à l'intérieur par des contrats de gré à gré, on donne à la questeur adjoint. En vertu de s'il s'agit de l'argent de la République, c'est notre argent en nous. Donc, comme vous dites que je suis un député, je sais que la question a été inscrite au niveau des discussions de la CENCO. S'il y a l'accord, l'arrangement particulier est signé, il y aura un audit. S'il n'y a pas un audit, je me chargerai de pouvoir demander un audit dès la rentrée parlementaire. Au sujet de cette question-là. De cette question. Pour en ce qui concerne les FPI, tout le monde s'assoit dessus, puisque les grands bénéficiaires sont du côté du pouvoir. On attend d'avoir c'est ça la République. Oui. C'est ça la République que nous voulons. C'est-à-dire de manière impunie, les gens prennent des libertés par rapport au fond de l'État et on regarde. Dans tout ça, le chef de l'État, il a été clair. Il a parlé, on a parlé même au travers du porte-parole du gouvernement d'une passation civilisée de pouvoir. Ça veut dire, le jour où les élections sont organisées, la transition est en train de se mettre en place, il laissera le pouvoir. Il n'y a aucun signe manifeste de mauvaise volonté. Vous accusez les uns et les autres. Ah si, madame. Je vais vous donner un exemple. On demande 3 candidats pour l'accord de 31 décembre. C'est écrit où? À chacun son interprétation. Là aussi, pas question d'interprétation. Il y a des habitudes. On sait que le chef de l'État fonctionne comme ça. Ça a toujours été comme ça. Madame, on interprète des choses qui sont floues. Quand c'est en français facile, je sais que tout le monde n'a pas le même niveau d'études. Mais ce qui est évident, c'est évident. Mais on n'est pas dans les contextes de dire que ça a toujours été comme ça. Ça apprendra au chef de l'État qui avait juré d'observer la Constitution, de faire respecter la Constitution, de la faire respecter. S'il avait organisé des élections, il y aurait eu un vainqueur. On ne peut pas revenir tout le temps sur le passé. Non, parce que je suis en train de vous parler. On est à l'ère de l'accord particulier de la Saint-Sylvestre. Merci, madame. Merci, madame. Et qu'est-ce que l'article 78 a à voir avec la nomination du Premier ministre que les rassemblements devaient présenter? Il y a mauvaise foi du côté de l'opposition. Du pouvoir. Vous êtes en train de traîner les pas. Du pouvoir, madame. Qu'est-ce qui vous empêche de proposer plusieurs candidats? C'est écrit où qu'il faut proposer plusieurs candidats? On a écrit en français facile. Le Premier ministre, au singulier, madame. Je vous rappelle, le singulier, c'est un. Ce n'est pas le pluriel où il y a plusieurs. Est-ce qu'on peut faire des concessions au nom de l'intérêt de la population? Le temps est en train de passer, puisque là, on parle de transition. Qui doit faire des concessions? Vous allez demander au rassemblement... Ce ne sont pas les uns, sont les autres. Il faut bien choisir. Vous allez demander au rassemblement à qui incombe la responsabilité de présenter le Premier ministre au singulier. Si les délégués de la majorité ont mal négocié, ce n'est pas la faute du rassemblement. Le rassemblement a l'obligation tirée de l'accord du 31 de présenter le Premier ministre. Il présente le Premier ministre et le chef de l'État a l'obligation de le nommer. D'où vient l'idée qu'il faut 3 candidats? Ça vient d'où? On n'est plus dans le contexte de l'article 78. Cela aurait voulu dire que le rassemblement entra dans la majorité présidentielle actuelle pour que le chef de l'État puisse désigner parmi la majorité, c'est ça l'article 78, un Premier ministre. On n'est pas dans ce contexte-là. De qui se moque-t-on? D'où le chef de l'État tire le fait qu'on lui présente, ou les gens de la majorité tirent le fait qu'on lui présente 3 candidats. Ça vient d'où? Maintenant qu'il y a ce blocage, et encore que Étienne Tshisekedi n'est plus là, il faut peut-être revoir les accords particuliers par rapport à la présidence du Conseil national. On fait quoi pour avancer? Là, on est pratiquement au mois de mars. Ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est 2 questions tout aussi importantes. Je vais vous répondre, si vous permettez qu'on termine d'abord sur la question de présentation. Moi, je pense que le rassemblement a raison de ne présenter qu'un seul nom. Si c'est celui de Félix Tshisekedi, bravo, nous dirons Amen, puisque c'est inscrit. Et puis, sur cette question, je pense qu'il est bon de préciser que le MLC, ainsi que le Front pour le respect de la Constitution, n'est pas concerné par la question du gouvernement. J'en parle en tant que citoyen congolais, parce que ce sera quand même, quel que soit le Premier ministre qui sera désigné, ce sera quand même le Premier ministre de la République. Je rappelle que, encore une fois... Ce n'est pas une fuite de responsabilité. On donne à l'opposition l'occasion de gérer pour mieux conduire cette transition, justement, qui doit emmener aux élections, et le MLC se met à côté. Ça veut dire que c'est peut-être une fuite de responsabilité. Madame, ce n'est pas une fuite de responsabilité, c'est une réflexion simple. L'objectif, c'est quoi? Vous venez de le dire il y a 2 minutes,
d'organiser une transition pacifique dans le pays ici. L'objectif premier, c'est d'organiser les élections. On accède, dans l'entendement du MLC et du Front, on accède au pouvoir que grâce aux élections. Pas par des arrangements particuliers, par le partage du gâteau, non. Mais puisqu'il y a déjà eu, vous êtes allé à la Synco pour des discussions, c'est déjà un contexte particulier, pourquoi ne pas faire l'entièreté de la chose? Personne n'ayant gagné la guerre, personne n'ayant gagné les élections, tout ce qui s'est fait, c'est une compromission. Les MLC refusent, ainsi que les fronts, refusent d'entrer dans une compromission. Il faut que nous fassions vivre notre démocratie par les élections. En vertu de quoi on va priver les électeurs, le Congolais, 30 millions ou 40 millions selon les cas, du droit de pouvoir choisir leurs dirigeants. Mais la transition est mise en place pour y arriver. Il n'y a pas de transition, ce n'est pas prévu dans la Constitution. Madame, j'ai la Constitution ici. Cherchez-moi où se trouve le mot transition ici. Qu'il y a une période de transition. Mais l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas dans la Constitution non plus. Puisqu'on est arrivé à ce niveau-là, ça veut dire qu'on doit assumer les conséquences pour arriver aux élections. C'est un temps de retard pour organiser les élections. Ce n'est pas une transition. Autrement, on aurait... on aime les jeux de mots ici, mais c'est pareil, c'est une transition. C'est une période transitoire pour arriver aux élections. Puisque vous êtes si friand de mots, s'il n'y avait pas cet accord de 31 décembre, les chefs de l'État ainsi que la CENI et le gouvernement auraient été traduits pour haute trahison, pour ne pas avoir organisé les élections. Vous pensez que cet accord les a sauvés? C'est ce que vous aurez voulu? Vous pensez que cet accord les a sauvés? Oui, absolument. La légitimité actuelle du chef de l'État, elle tire d'où? Pas de la Constitution, pas des élections de 2011, de l'accord de Saint-Sylvestre. Vous vous rappelez du fameux carton rouge que personne n'a sorti? In fine. Vous pensez que c'est une défaite de l'opposition? Ce n'est pas une défaite. Le rassemblement? C'est une responsabilité des uns et des autres. Qui d'entre nous ici, vous et moi, ainsi que les gens qui nous suivent, auraient été contents que le pays soit à feu et à sang? Pas nous. Nous avons fait la rébellion. Les MLC, pas moi je ne l'ai pas faite. Les MLC connaissent les prix de la rébellion, les prix du sang humain, on connaît. On ne peut pas accepter que le pays replonge dans une période de chaos. Bien que nous sachions, vous et moi, que le chaos est organisé. C'est l'occasion pour moi de pouvoir attirer l'attention des uns et des autres sur le caractère sacré des biens de l'Église. En vertu de quoi on peut attaquer l'Église? Est-ce qu'on est tombé si bas? Votre regard va vers qui? À votre avis, ça vient de Je ne sais pas. On parle du rassemblement. Je ne sais pas. Aujourd'hui, que peut-on penser de Je ne pense pas. Quel est l'intérêt? Je ne parle pas du rassemblement. Je ne suis pas le porte-parole du rassemblement. Hein? Mais quel est l'intérêt du rassemblement de pouvoir faire ça? Et quel est l'intérêt de ce que vous pensez être les auteurs? À qui vous pensez-vous d'abord quand vous voyez cette cabale? Je ne pense à personne. Que les services de renseignement, au lieu de trouver, d'aller arrêter Franck Diongo pour je ne sais pas quoi, et Diomi pour de supposés crimes, qu'ils fassent leur boulot, qu'ils ne retrouvent les gens. C'est ça les services d'intelligence aussi. Qui a fait ça? Et qu'on doit arriver à protéger les lieux de culte, c'est sacré. L'Église catholique aujourd'hui, pour certains, se mêle de politique alors qu'elle ne devrait pas. Est-ce que pour vous, ça reste une cible? Mais est-ce que l'Église catholique s'est mêlée de sa propre initiative, comme on dit en latin, proprio motu, de cela? C'est le chef de l'État qui a demandé à l'Église catholique de faire les bons offices. Donc la responsabilité reviendrait au chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un camp qui aurait des comptes à rendre? Est-ce que la mission de l'Église catholique aujourd'hui mettrait-elle un camp particulier mal à l'aise? Je ne vais pas entrer dans la politique fiction. Il faut faire preuve de responsabilité dans tous les cas. Vous avez suivi, en ce qui concerne, c'est pour faire, j'ai fait un laïus là pour aller vers les Kasaï. Vous avez suivi la communication des ordonnés du gouvernement. Le ministre de Communication qui a perdu toute crédibilité, en termes de communication, parlait d'un montage. Le ministre de l'Intérieur parle d'un exercice de FARDC antiterroriste. Le ministre des Affaires étrangères qui parle... qui a quand même admis qu'il y a eu des abus. Quelqu'un de rationnel. Mais maintenant, on est revenu sur la thèse selon laquelle c'est des militaires indisciplinés qui ont été cette cacophonie signifie quoi? Vous pensez qu'il n'y a aucune cohésion dans ce gouvernement? Il n'y a aucune. Vous avez vu un conseil des ministres depuis 2 mois? Or, un gouvernement... On a vu que les ministres se réunissaient par conseil, par collège, selon les secteurs. Madame, c'est encore une particularité de ces pays. Un gouvernement travaille
C'est une option gouvernementale. Les côtés visibles du travail d'un gouvernement, c'est l'organisation régulière d'un conseil des ministres qui est l'organe où se prennent les décisions. Quand vous réunissez entre 2-3 ministres, ça n'a pas la même force qu'un conseil des ministres. Est-ce que ces pays manquent de problèmes? Je vous rappelle même à Kinshasa, je suis élu de la Tchangou. Le quartier Malonda est sous la coupe de Koulouna. Les quartiers 13 et 9 de Ndjili sont, il y a même eu, il y a une semaine, un mort calciné. Est-ce que l'État existe? Je viens aujourd'hui, madame du quartier Mafuta Kizola, où les dernières pluies ont emporté des maisons. Est-ce qu'il existe une autorité dans la ville? Quand la police a mis sur pied des actions fortes contre les Koulouna, vous étiez les premiers à vous interposer. Madame. Il y a quelque temps. Aujourd'hui, vous revenez à la charge. Ne pensez-vous pas qu'elle avait raison en ce temps? Est-ce que ça veut dire que l'action du gouvernement doit être ponctuelle, doit être continue? Mais est-ce que l'action du gouvernement signifie l'exécution sommaire des gens? Les cours et tribunaux existent pourquoi? La seule façon pour la police d'agir, c'est de tuer. On a vu, vous et moi, puisque nous sommes de la ville ici, qu'il y a une semaine, les élèves étaient en train de manifester contre la spoliation d'une partie de leur terrain. La meilleure façon, c'est de réprimer. On ne pouvait pas encadrer ces enfants, parce qu'il s'agit d'enfants qui manifestaient. Et cette question de spoliation d'école, ça commence à faire école depuis de nombreuses années. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'État. Que l'État, en fait, ou si les semblants d'État qui nous restent, ne met pas l'éducation. Dans tous les pays du monde, il y a toujours des abus. Fidel Babala, il ne faut pas non plus tout peindre en noir. J'assume ce que je suis en train de dire, madame. Ce sont mes propos, ce ne sont pas les vôtres, donc laissez-moi assumer la paternité de mes propos. Je vous l'accorde. La paternité de mes propos. Ça veut dire que ce gouvernement, ce pouvoir, ne met pas l'éducation à la place qu'il faut. Je vous contredirais en vous rappelant qu'on a construit des milliers d'écoles depuis, c'était pratiquement le cheval de bataille du gouvernement depuis de nombreuses années, standardiser un peu l'enseignement pour tous les élèves de la République. Madame, j'ai l'impression de me retrouver en face d'une propagandiste du PPRD. Non, pas du tout, je vous donne juste les arguments de la majorité, à vous de défendre les vôtres. Je suis en train de défendre les miennes, mais apparemment je trouve une contradiction en face de moi. Est-ce que vous pensez que ce n'a pas été le cheval de bataille du gouvernement? C'est ça la question que je vous pose. Ne m'attaquez pas moi. Non. Les écoles ont bel et bien été construites à travers la République. Je réponds. On a vu le bilan du gouvernement. Le discours du chef de l'État qui inaugurait son quinquennat avait laissé entendre que l'enseignement primaire serait gratuit. Vous avez des enfants, si vous n'en avez pas, vous avez des neveux, des nièces. J'en ai. Grâce soit rendue à Dieu et à votre mari. Cela dit que il y a des enfants dont les parents continuent à payer les Minerva, les frais scolaires, malgré l'engagement du premier d'entre les Congolais, le chef de l'État. Qu'est-ce que c'est à dire? A-t-il menti? A-t-il été démagogue? C'est aux uns et aux autres de pouvoir juger. Mais moi, je persiste et signe que l'enseignement dans notre pays n'est pas la priorité de ce pouvoir. Nous allons prendre le pouvoir par les élections et l'une des premières choses, ce sera l'enseignement, la sécurité, la santé, l'électrification et les routes. La critique est aisée quand on est en dehors, l'art est plus difficile. Tous ceux qui ne sont pas encore élus disent la même chose que vous. Vous allez nous critiquer à ce moment. Parce qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, le chef de l'État avait également un programme qui défendait. Aujourd'hui, vous en faites le bilan, mais quel est ce programme, madame? La révolution de la modernité? On a eu les 5 chantiers, on a eu la révolution de la modernité, avec tous les pans. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'est quoi cette énormité de dire la révolution de la modernité? C'est une faute de français élémentaire. La révolution, par définition, est moderne. Puisque ça tourne, la révolution, ça veut dire faire une révolution 80. Mais dans les faits, 360 degrés. On a la ville de Kinshasa, par exemple, qui est modernisée. Vous avez vu tout ce qui a été construit en quelques années. C'est quand même vous parlez du boulevard? Vous parlez du boulevard? Tout ce qu'il y a dans la ville, vous voyez certainement les édifices qui ont pu pousser dans la ville. Mais madame, parce que les gens n'arrivent plus à mettre l'argent au Panama qu'ils construisent ici, ça vient d'où tout ça? Qui a hérité? Qui a gagné de l'argent de son travail, de la sueur de front? Il y a des investisseurs étrangers aussi qui arrivent. Avec l'argent de la drogue, l'argent venant de l'argent sale. On est sur des suppositions. Il y a un immeuble, je ne citerai pas le nom, sur le boulevard en face de la Poste, où
il est interdit à une certaine nationalité de pouvoir louer là-dedans. Parce que c'est supposé être l'argent venant de la drogue. Vous le savez, je ne vais pas les citer. Donc il y a des choses dans ces pays où on entre comme dans un moulin et on en sort comme dans un moulin. L'argent sale entre et en sort, recyclé. Et aujourd'hui, on doit également mettre de côté de l'argent pour les élections. C'est pas évident qu'on puisse continuer sur le schéma de la reconstruction avec les routes, etc. Il faut bien trouver l'équilibre. Madame, vous gérez votre maison, vous gérez votre activité professionnelle. Est-ce qu'il est admissible, vous avez peut-être 2 ou 3 enfants, je suppose, est-ce qu'il est admissible de dire aujourd'hui, je paye les Minerval de l'enfant numéro 1, les 2 autres attendent et l'année prochaine, je paierai l'autre. Tout cela doit aller de la même façon. C'est ça la gestion d'un pays. La sécurité, la santé, les infrastructures, c'est pour cela qu'il y a un budget. Mais si déjà, vous avez connu quelqu'un qui parlait des cadres macroéconomiques et compagnie, mais qui a détruit ces cadres macroéconomiques, je cite le Premier ministre Matata qui devrait se retrouver en prison. Vous détruisez de la communauté internationale. Il a été placé en bonne position. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a fait des efforts grâce à lui. Madame, quand quelqu'un va présenter une thèse de doctorat à huis clos, il faut se méfier de ces messieurs-là. Là, vous êtes sur des attaques personnelles, Fidel Babala. On parle de la gestion. Ce n'est pas une question. Déjà, quand vous. Une thèse, vous avez déjà assisté à la présentation d'une thèse. C'est des audiences publiques. Publiques. Et ça se fait à huis clos depuis quand? Seulement quand il s'agit de Matata. Pogno, à l'université, il choisit ses contradicteurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec la gestion? Parce que c'est un monsieur qui ne respecte, qui n'a jamais respecté une règle. On était en train de parler de finances publiques. Savez-vous que le compte du Trésor a été splitté? Il y a un compte général du Trésor. Mais vous retrouvez le compte du Trésor. J'ai une preuve ici, je ne sais pas si je l'ai toujours. Vous voulez filmer ça? Lisez ça. Lisez à haute voix et montrez ça. Vous allez voir. C'est pas à moi de lire à haute voix, c'est vous qui allez le lire. J'en prends connaissance et vous allez pouvoir me dire. Ça, c'est un compte du Trésor public, BCDC Lubumbashi. Quelqu'un a sorti plus de 20 millions de dollars. Quelqu'un, la signature est là. Je ne le citerai pas, je ne vais pas le mettre mal à l'aise. Il se reconnaîtra. Le document est là, vous pouvez le filmer. Et tout cela est rendu possible parce que M. Matata a éclaté les comptes généraux du Trésor. Ça se retrouve n'importe où, même là où travaille son frère. Je ne vais pas accuser son frère. Mais alors, et on se retrouve dans une situation où M. Matata a trouvé les dollars quand il est entré, les fameux cadres macroéconomiques, à un taux fixe. Aujourd'hui, nous sommes à quel taux? Le dollar est en train de monter en flèche après le départ de Matata Pogno. C'est dû également à ce flottement, puisque vous avez le regard orienté vers le partage du gâteau, non, madame, pendant le dernier semestre de Matata, du gouvernement Matata, ça a implosé, ces cadres ont implosé. Il n'en parle plus. Mais on devrait, M. Badi Banga, le Premier ministre Badi Banga, devrait faire un état de lieu de la gestion Matata. Si ce n'est pas fait, de toute façon, il s'agit de finances publiques. La prescription est de 30 ans. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera demain. Et ça ne restera pas impuni. On le fera demain. A-t-il hérité de ses parents pour construire ce qu'il est en train de construire au Maniema? C'est avec l'argent des Congolais. La BSECO, la fameuse BSECO qui devait être dissoute, il a continué à l'utiliser pour la passation des marchés. Quel est le marché qui a bénéficié des appels d'offres? Mais quand on voit quand même la hauteur de ces salaires, de ces primes, de vos émoluments, etc., le problème est aussi dans le train de vie des institutions. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait réduire tout ça? Vous, députés, aujourd'hui, vous êtes également comptable de cette chute des finances publiques. Madame, le train de vie des institutions, c'est quand même scandaleux face au social des Congolais. Madame, vous savez que le pays a eu un problème important en termes de gouvernance. C'est la prévision. Tout ce qu'on disait, les taux de croissance, c'était porté par quoi? Par les mines. Par les mines. Quel est le pan de l'industrie de l'économie congolaise qui a été modernisé grâce
au taux de croissance de 6, 7%, 8%. L'agriculture, on a Bukangalozo, on a plusieurs projets, Daipen, etc. Aujourd'hui, les gens... escroquerie de Bukangalozo, vous le savez. 120 millions de dollars. Parti où? Pour quelle rentabilité? Vous le savez. Vous voyez le point de vente à Bukangalozo ici, est-ce qu'il y a de produits qui sont vendus là? C'est une vaste escroquerie. Là aussi, quelqu'un devrait être comptable. C'est une vaste escroquerie. Aujourd'hui, on a Daipen, on a autre chose, on a beaucoup d'autres projets agricoles. Et les coûts de Daipen s'élèvent à combien? Comme Congo Airways, comme l'aérogare, comme l'immeuble intelligent. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Vous peignez tout en noir. On n'a pas de société d'aviation congolaise. Maintenant, il y a Congo Airways et vous fustigez ça. Comment voulez-vous qu'on avance? On a pris des cercueils volants qui tombent en panne à tout bout de champ. Même lors du vol inaugural, pour quel coût? 50 millions de dollars. Vous avez... les pannes techniques, ça arrive à travers le monde. Les crashs, il n'y a pas... Deux malheureux coucous à 50 millions de dollars. Vous rêvez? Entrez dans Internet, vous verrez les A320 d'occasion, ça coûte combien? C'est une escroquerie, madame. Encore une fois, sur le dos du pays, sur le dos des Congolais. Comment voulez-vous, avec une telle corruption généralisée, qu'on puisse relever le niveau de vie des Congolais? Et vous êtes en train de dire qu'on doit baisser le niveau de vie de tout le monde. On devrait commencer par là. Non, madame. On devrait commencer par là pour essayer un certain arriver à un certain équilibre. Puisque le pays produit, les Congolais et les Congolaises devraient bénéficier de fruits de la croissance. Vous n'êtes pas d'accord avec moi que le train des institutions est trop élevé? Non. Non. On devrait faire en sorte que les Congolais montent et pas descendent. Le Congolais moyen, vous ne parlez pas de les vous. Congolais qui produisent la richesse de ces pays, madame. Mais comment retrouver cet équilibre si les autres sont trop élevés? Madame, en vertu de quoi voulez-vous qu'on paye un policier 70 000 francs congolais? En vertu de quoi? Il fera quoi avec? Tout en sachant qu'une maison, minimum, il faut avoir 50 $ au minimum. Mais avec le niveau des émoluments et des salaires des personnalités que vous êtes, on ne sait pas en rajouter aux fonctionnaires de l'État. Nous sommes en train de faire une émission. On va trouver cet argent. Nous sommes en train de faire une émission ici. L'émission ne sera pas gratuite. Si je vous donne 20 $, vous serez contente? Parce que vous devez baisser Là, vous parlez de communication, ça n'a rien à voir avec les médias. On parle de gestion publique. Madame, c'est le marché congolais. Vous voulez ramener tout vers le bas. Que le député touche moins, par conséquent, le policier touchera encore moins, et ainsi de suite. C'est ça que vous voulez? Je parle du train de vie des institutions, et non du Congolais moyen. Allez poser la question au président de la République, qui a un dépassement de 250% de son budget. Le Premier ministre Matata qui vient de sortir, que vous encensez, a eu des dépassements, lui, pas le gouvernement, lui, de plus de 750%, de manière impunie. Ça veut dire quoi en réalité? Il a pioché dans la ligne des autres ministères, ce qui explique que certains ministères n'avaient même pas de frais de fonctionnement. Et pour couronner le tout, avant de partir, il prend en otage les régies financières, avec l'accord du chef de l'État. Je plains le gouvernement Badibanga. Vous pensez qu'il y a des caisses en vide aujourd'hui, que le gouvernement Badibanga ne sait rien faire? Je ne pense pas, je constate. Le ministre du budget l'a dit. Le ministre d'État obligé l'a dit il y a quelques temps. Pas d'argent pour les élections. Pensez-vous finalement qu'on pourra y arriver, ces élections? Le devoir, je vous me poser une question, souffrez pendant 2 minutes que je puisse apporter une réponse. Le devoir d'un gouvernement, c'est de faire l'état des lieux. C'est ce que le ministre d'État obligé a fait. Il a constaté que les caisses sont vides. Mais le devoir d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que la volonté politique soit concrétisée par des réalisations. Il appartient à ce gouvernement de pouvoir chercher les moyens pour qu'il y ait des élections à la fin de cette année. Bon, déjà, on ne veut pas demander à l'extérieur, pas de main tendue. Ainsi que le prescrit l'accord du 31. Mais les élections, toutes les élections, madame, pour répondre sur votre question intermédiaire, toutes les élections organisées dans ces pays ont toujours bénéficié de l'appui de partenaires étrangers. Ce qui n'est pas à notre avantage. Vous n'aviez qu'à les organiser. Si vous bouffez l'argent les dotations qui ont été mises à côté pour les élections, ce n'est pas la faute des étrangers, c'est notre faute à nous. C'est la faute à notre gouvernement, à notre pouvoir. Donc, à lui de trouver des solutions de manière interne. Si on compte sur cette bonne volonté du pouvoir en place, on attendra longtemps.
Vous ne pensez pas que ça c'est possible en une année de mobiliser les recettes qu'il faut? Ça viendrait d'où? Puisqu'on a mis l'économie en moule, ça viendrait d'où? On dirait que vous vivez sur la planète Mars. Hein, vous ne voyez pas la souffrance, la misère ambiante ici, dans le pays. Dans notre ville, nous partageons la même ville. Vous ne pensez pas que la main tendue vers les étrangers aujourd'hui conditionnerait vos propres élections, encore une fois? Depuis que ces pays existent, le budget de l'État, quand on dit 7 milliards, les 7 milliards n'ont jamais été fournis par les produits intérieurs bruts congolais. Il y a toujours des apports extérieurs. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va cracher dessus. La main qui vous donne l'argent, vous n'avez pas craché dessus. Mais la situation est assez particulière. On connaît un peu les intentions ou les intérêts de la communauté internationale. Ce n'est pas toujours des saints. Depuis l'entrée de l'AFDL dans ces pays, l'AFDL a été accompagné des étrangers. Nous sommes jusqu'à maintenant en train de subir et de payer les soubresauts de l'entrée de l'AFDL dans ces pays. C'était des étrangers. Le chef de l'État actuel est issu d'où? De l'AFDL. Et il est accédé au pouvoir pour la première fois, comment, par les élections, à la faveur de la mort de son père. Donc oui, on parle de démocratie, ça c'est des pages tournées, Fidel Babala, mais entre-temps... Il faut toujours rappeler l'histoire pour pouvoir lire le futur. Oui, il ne faut pas être amnésique, je suis d'accord avec vous, mais puisqu'on parle élection, vous êtes focalisé sur tous ces points corollaires. C'est vrai que ça conditionne vraiment en bonne place les élections, mais est-ce que le MLC se prépare? La CENI est en train de préparer, de continuer sa besogne, son bonhomme de chemin, les enrôlements se font, etc. Est-ce que l'opposition ne sera pas une fois de plus surprise? Je ne peux pas parler au nom de l'ensemble de l'opposition. Le MLC particulièrement. Le MLC. Est-ce que vous veillez à tout ce qui se passe dans l'arrière-pays, etc. Est-ce que vous êtes engagé dans ces opérations d'enrôlement? Madame, je vous ai dit tout à l'heure que le MLC est un parti bien structuré. Ça fait 10 ans que nous vivons sans notre leader. Nous avons nos 39 fédérations dans le pays. Nous avons nos élus dans les pays, quasiment dans toutes les provinces, des anciennes provinces. Nous avons des élus provinciaux. Ce qui n'est pas le cas des autres partis d'opposition. Donc je ne peux pas parler à leur nom, je parle au nom du MLC. Le MLC se prépare sérieusement, puisque nous croyons que le seul mode d'accession au pouvoir, ce sont les élections. Ce n'est pas les élections. Et pas par des arrangements particuliers, pas par des coups d'État, pas par... donc nous veillons au bon déroulement des opérations préélectorales. Nous allons, j'en profite de l'occasion pour appeler les Congolaises qui ont 18 ans révolus ou qui auront 18 ans révolus au moment où on fera l'enrôlement à Kinshasa, de ne pas négliger cette opération, de ne pas être inattentif, d'aller se faire enrôler massivement pour corriger les déficits que nous avons remarqués en ce qui concerne le nombre d'enrôlés à Kinshasa lors des élections de 2011. J'invite les Quinoises et Quinois d'aller massivement se faire enrôler. Et aujourd'hui, vous émettez des doutes sur l'indépendance de la CENI. Est-ce que ce n'est pas déjà une contestation masquée, préparée? Non, pas du tout. Il faut qu'à mi-parcours, nous sommes, depuis que la CENI a commencé, la CENI n'a jamais fait état des sommes que le gouvernement a mis à sa disposition depuis 2011. Vous êtes en train de me parler de 1,8 milliard. C'est comme si c'était un chiffre figé. C'est un chiffre qui évolue. Chaque fois qu'il y a des décaissements de la part du gouvernement, on doit pouvoir les imputer pour connaître quelle est la soulte. Pour savoir quel est l'effort que la communauté nationale doit pouvoir fournir pour atteindre l'objectif. Mais on parle de 1,8 milliard, 1,8 milliard. Depuis lors, ça n'a pas bougé. La CENI doit pouvoir faire un rapport à mi-parcours. Ces rapports doivent être présentés à l'Assemblée nationale. Si ces rapports n'est pas fait, de toute façon, nous avons des moyens de contrôle parlementaire pour contraindre le responsable de la CENI à venir nous rendre compte. C'est un devoir de redevabilité qui est bien normal. S'ils ne le font pas, nous allons prendre des dispositions pour les contraindre à le faire. Donc cela n'est pas de la mauvaise foi proclamée dès l'avance pour essayer de contester les résultats. C'est tout simplement une vigilance. Les gens doivent pouvoir rendre compte. Il y a un autre préalable à la réussite de ces élections, c'est la sécurité. On en a parlé sommairement quand vous avez évoqué l'épisode Kamina Nsapu, mais là, dans l'Est, ça gronde. C'est encore le M23 qui revient à la charge. Il y a la LRA, etc. Il y a cet épisode ici dans la capitale, mais aussi dans le Bas-Congo, puisque ça reste toujours un peu sous-tendu. C'est
Boundou Diamayala, ça se passe comment, la gestion de cette sécurité? Madame, je voudrais d'abord commencer par l'Est. Ça ne vous a jamais semblé bizarre d'avoir des ministres M23 dans le gouvernement? Par ailleurs, il y a une branche armée qui s'est évadée de son stationnement, cantonnement. Il y a toujours des anciens miliciens qui se convertissent, voilà, c'est ça en fait qui arrive. Je ne pourrais jamais répondre à vos questions si vous m'interrompez chaque fois. C'est juste un complément de Merci question. pour le complément. Ça ne vous semble pas bizarre qu'il y ait des ministres M23 au gouvernement et par ailleurs qu'il y ait des maquisards M23 par ailleurs? Et cette situation au niveau de l'Est, quand vous y regardez de près, c'est lié aux minerais. Les endroits où il y a de rébellions de manière récurrente, de manière endémique, c'est entretenu par des politiques congolais, par des militaires congolais, des connivences avec les étrangers. Je vous informe qu'il y a une raffinerie d'or qui vient d'être inaugurée au Rwanda. Le Rwanda n'est pas producteur d'or, donc ça vient de là. C'est entretenu. Depuis que Kabila est président de cette république, depuis l'entrée de l'AFDL, c'est de manière récurrente il y a des violences à l'Est. Ça doit pouvoir s'arrêter. Là aussi, vous parlerez de la réussite que Kabila, c'est un homme de la paix qui a ramené la sécurité dans le pays. Soit, disons, acceptons. Allons dans les Kasaï. Je ne voudrais pas citer les noms de ces chefs-là parce que je risque de massacrer les noms. Mais quelle est l'origine de ces conflits? C'est une mauvaise application de loi coutumière. On est allé encore une fois avec des sabots dans un magasin de porcelaine. Est-ce qu'on avait besoin de molester la femme de ces chefs-là? Est-ce qu'on avait besoin de tuer ces chefs-là, de les masculer, puisqu'on a les masculés? Il faut les dire les choses telles qu'elles sont. On a émasculé, on a exposé son... Ne pas avoir de propos trop durs sur mon plateau. C'est ça la réalité, madame. La réalité est dure, il faut le dire comme telle. Elle est crue, mais il faut le dire comme ça. Son corps a été exposé pendant une semaine. Est-ce que dans les coutumes du Kasaï, c'est comme ça qu'on enterre un chef coutumier? Le problème est parti de là. J'ai apprécié la démarche du ministre de l'Intérieur actuel, Emmanuel Shadari, quand on l'a reçu au Parlement. Il a clairement dit la solution, c'est de pouvoir rendre les corps de ces chefs-là à sa famille pour qu'on puisse l'enterrer dignement. Et qu'ensuite on organise la succession selon les coutumes de l'endroit. Mais pourquoi il attend beaucoup de temps comme ça pour le faire? C'est ça qu'il faut faire. Parlons de Boundou Diamayala. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Je suis d'accord une fois que l'État de droit suppose de l'ordre, qui est un ordre. Comment vivent les riverains de la montagne de 80 jours, que c'est le quartier de ma campagne, quartier Sakombi? Comment ils vivent? Est-ce qu'en sortant le matin, ils sont certains de pouvoir rentrer le soir? Est-ce que les enfants peuvent partir à l'école sereinement? Est-ce que les parents seraient à l'aise, sachant que les enfants sont dehors et ils sont à la maison? Il faut qu'il y ait de l'ordre. Mais dans la recherche de l'ordre, il faut avoir des moyens proportionnés. Qu'est-ce que les lance-roquettes font face aux noix de coco et aux bâtons? On ne sait que... On a parlé d'une cache d'armes retrouvée dans la résidence du chef spirituel. Vous avez vu ça? Les membres du gouvernement Vous avez vu ça? en fait d'État. C'est des rumeurs, encore une fois. L'État ne fonctionne pas vers des rumeurs. Il faut qu'on fasse les choses de manière moderne. Vous m'avez parlé il y a 2 minutes de la révolution de la modernité. Je prends juste le côté modernité. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut faire. La police actuellement a d'autres moyens que des Kalachnikov et des lance-roquettes. Tous ces morts-là, quelqu'un est responsable de ces morts. On doit pouvoir établir la vérité là-dessus. Que ce soit du côté de Boundou Diamayala ou du côté des forces de l'ordre. On doit pouvoir établir les responsabilités des uns et des autres. Mais mon Dieu, qu'on puisse arrêter cette histoire. Fidèle Babala, on va conclure. Nous sommes dans la dernière minute de cette émission. Votre conclusion, ça serait quoi en ce qui concerne le flottement des derniers jours? On doit pouvoir sortir de cette solution. Qu'est-ce que vous pouvez préconiser par rapport à ça? Madame, pour une première fois, les Congolais, entre nous, nous sommes arrivés à mettre en place l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça veut dire que les Congolais sont capables de se dépasser pour l'intérêt supérieur de leur pays.
de notre pays. Nous devons appeler les uns et les autres, en premier lieu le pouvoir en place et le président de la République en premier, que les bons offices de la SENCO deviennent une médiation. Qu'on quitte le statut de bons offices, que ça devienne une médiation réellement pour rapprocher les points de vue des uns et des autres. J'ai suffisamment parlé de la question du Premier ministre et de la question du SENSA, de la présidente du SENSA. Pour les restes, il y a d'autres petits points qui restent. Je crois qu'en une réunion de 2 ou 3 jours, l'affaire peut être clôturée. Mais il faut de la bonne volonté de part et d'autre. Mais cette bonne volonté, madame, ne se présume pas. Ça se constate. Ça se constate. Les chefs de l'État devraient être au-dessus de la mêlée. Lui qui est chargé du bon fonctionnement des institutions de la République, bien qu'il ait failli. Et mon souhait est qu'on puisse organiser l'alternance pacifique dans ces pays, que les chefs de l'État restent pour pouvoir donner son expérience des 15 ans de pouvoir qu'il a eu à gérer au prochain président de la République. L'alternance peut également revenir d'ailleurs à la majorité, c'est également une éventualité. Merci beaucoup Fidèle Babala, secrétaire général chargé des stratégies politiques au sein du MLC, le parti, je le rappelle, de Jean-Pierre Bemba Gombo. C'était donc un plaisir de vous avoir reçu ce soir. J'espère que votre intervention édifiera plus d'un téléspectateur. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis avec attention, merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Bonsoir ou bonjour chez vous. À très bientôt.